De toute façon, tu n'as pas ta propre famille, alors ça tombe bien. C'est ce que ma mère a dit, lors du repas de Thanksgiving, devant mon frère et ma sœur, leurs conjoints, et leurs 5 enfants, tout en annonçant que je garderais les 5 petits, pour la période de Noël. Elle ne me l'avait pas demandé. Elle ne le fait jamais. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà un billet d'avion dans mon sac, et que je n'allais pas l'annuler. Au matin de Noël, ces parfaites vacances en famille se sont effondrées, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et la conversation de groupe, qu'elle utilisait pour me faire honte, est devenue la chose même qui l'a réduite au silence. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'adorerais le savoir. Je m'appelle Jessica. J'ai 27 ans. Et voici ce qui s'est passé, quand j'ai arrêté d'être la babysitter gratuite de ma famille. Maintenant, laissez-moi vous ramener au week-end de Thanksgiving, la nuit où tout a changé. La maison de ma mère se trouve sur un terrain d'un quart d'acre, au bout de Sycamore Lane, à Millbrook, en Virginie. Un bardage blanc, des volets noirs, et une balancelle de Porsche qui ne balance plus très bien, depuis 2014. À chaque fête, cette maison a la même odeur, la dinde rôtie, les bâtons de cannelle qui frémissent sur la cuisinière, et la légère odeur de brûlé de quelque chose que Linda Mercé a oublié dans le four, parce qu'elle était trop occupée à faire la circulation. Ce Thanksgiving-là, nous étions tous les 4 présents. Karen, ma sœur aînée, 35 ans, 3 enfants. Derek, mon frère, 33 ans, des jumeaux de 4 ans. Leurs conjoints, et 5 enfants de moins de 8 ans, qui couraient en faisant des 8, autour de la table à manger. Et moi, 27 ans, célibataire, assise sur la chaise la plus proche de la cuisine, parce que c'est toujours là que je finis, à mi-chemin entre la famille, et la corvée de nettoyage. Nous étions au milieu du repas, quand maman s'est levée, et a fait teinter son verre de vin, comme si elle portait un toast. Elle a souri à tout le monde. Bon, j'ai réfléchi à Noël. Karen et Brad, vous méritez tous les deux ce séjour en club, dont vous parlez tant. Derek, je sais que les parents de Tina veulent voir les jumeaux. Alors, voici le plan. Elle s'est tournée vers moi. Jessica restera ici avec les enfants, comme chaque année. J'ai ouvert la bouche, mais Karen a été plus rapide. Oh, super, a-t-elle dit, en faisant glisser son téléphone sur la table, vers moi. J'ai déjà imprimé la liste des allergies pour toi. J'ai regardé la feuille imprimée. L'allergie aux arachides de Lily. La routine du coucher d'Ethan. Les gouttes pour les oreilles de Noah. Plastifié, avec un code couleur, comme un manuel pour un nouvel employé. J'ai regardé autour de la table. Derek coupait sa dinde. Brad se servait encore du vin. Tina étudiait son assiette. Personne n'a bronché. Personne n'a dit, attendez, est-ce que quelqu'un a demandé à Jessica? Alors, je l'ai dit moi-même. En fait, j'ai des projets, pour ce Noël. Chaque couteau et chaque fourchette, à cette table, se sont immobilisés. Et puis, ma mère a dit la chose que je n'oublierai jamais. Des projets? Quels projets? De toute façon, tu n'as pas ta propre famille. Alors, ça tombe bien. Je n'ai rien dit après ça. Pas à table. J'ai juste fini ma purée, pendant que la conversation reprenait comme si de rien n'était, parce que pour eux, il ne s'était rien passé. Les enfants sont allés se coucher vers 20h. Karen et Brad ont pris la chambre d'amis. Derek et Tina sont partis pour leur hôtel. J'ai attrapé mon manteau, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Maman m'a rattrapé dans la cuisine. Elle remplissait le lave-vaisselle, ce qu'elle fait toujours, quand elle veut avoir une conversation, tout en faisant semblant que ce n'est pas une confrontation. Les mains occupées, les yeux baissés, la voix décontractée. Jessica, je ne comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit que j'avais réservé un vol. Que je prévoyais ça depuis des mois. Que j'avais déjà posé mes congés à la clinique. Elle s'est retournée, et m'a regardé comme si je lui avais dit que je rejoignais une secte. Un billet d'avion pourquoi? Une plage? Elle a secoué la tête. Tu es dramatique, Jessica. C'est juste quelques jours avec les enfants. Ce n'est pas comme si je te demandais de déplacer une montagne. Tu ne me l'as pas demandé du tout, maman.
Je ne devrais pas avoir à le demander. C'est ce que fait la famille. Depuis le salon, la voix de Karen a flotté jusqu'à nous. Franchement, Jess, je ferais la même chose pour toi, si tu avais des enfants. C'est ce que font les sœurs. J'ai regardé vers la cuisine. La chaise de Derek était vide. Il était déjà parti, sans dire un mot. J'ai dit, bonne nuit. Et je suis sorti. La moustiquaire a claqué derrière moi, et l'air de novembre a frappé mon visage, comme de l'eau froide. Je suis resté assise dans ma voiture, pendant une bonne minute, avant de tourner la clé de contact. Mes mains tremblaient. Pas de peur, pas de tristesse, mais à cause de cette lente et écœurante prise de conscience, pas une seule personne dans cette maison ne m'avait demandé ce que je voulais. Pas une seule fois, depuis des années. J'ai conduit jusqu'à chez moi. J'ai ouvert mon téléphone. Le billet d'avion était toujours là, dans l'application. Outer Banks, le 23 décembre. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je ne l'ai pas annulé. Mon appartement est un studio, au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street. 45 mètres carrés. Une seule fenêtre, qui donne sur le parking. Un radiateur qui claque à 2 heures du matin, comme si quelqu'un frappait à la porte, mais c'est chez moi. Sur le frigo, j'avais une copie de ma demande de congé approuvée par la clinique. Du 22 au 28 décembre, signé par le docteur Nuan, il y a 2 mois. À côté, un petit carnet avec un registre manuscrit, que je tenais depuis juin. 6 mois de chiffres, chaque garde de nuit supplémentaire, chaque heure supplémentaire, chaque repas cuisiné à la maison, au lieu de commander à emporter. Chaque matin où j'ai fait du café dans ma propre cuisine, au lieu de m'arrêter au drive, chaque petit sacrifice comptabilisé à l'encre bleue. Le total en bas de la dernière page, $2340. C'était mon fonds pour Outer Banks. Mes premières vraies vacances, depuis un voyage scolaire à Williamsburg quand j'avais 16 ans, il y a 11 ans. Megan et moi avions partagé les frais d'un Airbnb. Un petit cottage, à 2 pâtés de maison de la plage. J'avais regardé les photos tellement de fois, que l'annonce était gravée dans ma mémoire. Des rideaux blancs, un Porsche avec 2 chaises à bascule. Le bruit des vagues, assez proche pour l'entendre à travers la moustiquaire. J'ai appelé Megan. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai tout raconté. L'annonce, la liste des allergies, le planning plastifié, la phrase sur le fait de ne pas avoir ma propre famille. Megan est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis, elle m'a demandé quelque chose, qui a fait éclater toute l'histoire au grand jour. Jess, à quand remonte la dernière fois, où ta mère t'a demandé ce que tu voulais pour Noël? Pas ce que tu pouvais faire pour tout le monde, mais ce que tu voulais, toi? J'ai ouvert la bouche pour répondre. Rien n'est sorti. J'ai fait défiler des années de souvenirs, et j'ai fait chou blanc. C'est ta réponse, a dit Megan. L'appartement était calme. Le radiateur a claqué, et sur l'écran de mon téléphone, la réservation brillait toujours. Confirmé. Outer Banks, le 23 décembre. 2 passagers. Pour comprendre pourquoi j'ai failli annuler ce billet, vous devez comprendre comment tout cela a commencé. Pas par un moment isolé, mais par un schéma. Un schéma qui s'est enraciné si doucement, que je l'ai pris pour la normalité. Il y a 4 Noëls de cela, j'avais 23 ans, je sortais tout juste de l'école d'infirmière, et je travaillais à mon premier vrai poste, au centre de santé de Millbrook. Karen venait d'avoir Lily, un bébé de 3 kilos, avec des coliques qui pouvaient réveiller les voisins. Elle et Brad fonctionnaient à l'épuisement. Maman m'a prise à part la veille de Noël. Elle avait cette voix douce, qu'elle utilise quand elle a déjà décidé de quelque chose, mais qu'elle veut vous faire croire que c'est votre idée. Chérie, Karen a besoin d'une pause. Tu es tellement douée avec les enfants. Peux-tu juste garder Lily quelques heures le jour de Noël, pour que nous puissions tous profiter du dîner? Quelques heures? C'est ce qu'elle avait dit. J'ai encore le SMS dans mon téléphone de ce matin-là. Juste quelques heures. Chérie, tu es la meilleure. Ces quelques heures se sont transformées en la journée entière. Lily a hurlé pendant le déjeuner. Elle a hurlé pendant le dîner. Je l'ai promenée de long en large dans le couloir, pendant que tous les autres étaient assis autour de la table, à ouvrir des papillotes et à se passer la sauce. À 22 heures, j'ai mangé des restes de dinde, seul dans la cuisine.
Assiette froide, maison silencieuse. Tout le monde était allé se coucher, ou était rentré chez soi. J'ai lavé mon assiette. J'ai essuyé le plan de travail. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, Karen a appelé. Est-ce que Lily a fait ses nuits après ton départ? Elle n'a pas demandé si j'avais dormi. Elle n'a pas demandé si j'avais mangé. Elle n'a pas dit merci, et je n'y ai rien vu de mal. Pas à l'époque. Je me suis dit que Karen était épuisée, que maman avait besoin d'aide, que c'était ce que faisaient les bonnes filles. J'y ai cru. C'était l'année 1. Le moule avait été coulé, et je ne l'avais même pas remarqué. L'année 2, l'effectif a doublé. Karen avait Ethan à ce moment-là, un nouveau-né qui ne dormait que par tranche de 20 minutes. Derek et Tina avaient les jumeaux, Mason et Harper, d'à peine 4 mois. Noël chez maman signifiait désormais 4 enfants de moins de 3 ans, et une seule babysitter, moi. Karen et Brad sont allés passer une journée au spa le 24. Juste quelques heures, a dit Karen. Ils sont revenus à 21h. Derek et Tina ont dit qu'ils devaient sortir, pour des achats de dernière minute. Ils ont disparu jusqu'au dîner. Vers 15h, je n'avais plus de couche. J'ai envoyé un SMS à Karen. Elle m'a fait un virement Venmo de $50, avec un seul emoji. Un visage qui fait un câlin. Pas de merci. Pas de « je t'en dois une ». Juste $50, et un câlin numérique, pour une journée complète à gérer seuls 4 nourrissons, dans une maison qui sentait le vomi et le pain d'épices. L'année 3 a été pire. Karen était enceinte de Noah. Elle était alitée des Thanksgiving, donc la mise en place de Noël a commencé plus tôt. Maman m'a appelé la première semaine de décembre. Nous avons besoin de toi à la maison dès le 23. Karen ne peut rien faire cette année. J'ai essayé. J'ai dit, et si Karen et Derek prenaient chacun un jour? Je prends un jour, ils prennent le suivant. On tourne. La réponse de maman a été immédiate. Ils ont des conjoints avec qui passer du temps, Jessica. Tu comprendras quand tu auras quelqu'un. Cette phrase a atterri comme une gifle, enveloppée dans du papier de soie. Une livraison en douceur. Une dure vérité en dessous. J'avais été choisi parce que j'étais seul, pas parce que je m'étais porté volontaire. Cette année-là, j'ai annulé mes projets du réveillon de Noël avec mes amis. J'ai envoyé un SMS à Megan à 23h, depuis le canapé de ma mère, entouré de tout petits endormis. Partie remise encore. Truc de famille. La réponse de Megan est arrivée vite, Jess, c'est la 3e année. 3 mots. Et j'ai presque compris. Presque. La 4e année a brisé quelque chose en moi. Pas bruyamment, ni tout d'un coup. Plutôt comme une micro-fracture, que l'on ne sent pas, jusqu'à ce que le poids s'applique exactement au mauvais endroit. 5 enfants maintenant. Lily avait 6 ans. Ethan en avait 4. Les jumeaux avaient 3 ans. Le petit Noah venait d'avoir 1 an, et perçait ses molaires, ce qui signifiait qu'il hurlait comme si c'était la fin du monde, toutes les 90 minutes. Karen et Brad se sont envolés pour un complexe hôtelier, dans la vallée de Shenandoah. 3 jours. Derek et Tina ont conduit chez les parents de Tina. 2 jours et demi. Maman est restée à la maison, mais a passé la majeure partie de son temps à cuisiner, à recevoir des voisins, et à faire en sorte que la salle à manger ressemble à une page de magazine. J'ai été seul avec 5 enfants pendant 3 jours d'affilée, dormant dans la chambre des petits, sur un matelas gonflable qui s'est dégonflé à 2h du matin. Le 2e jour, Noah a eu une poussée de fièvre, 39 degrés. J'ai appelé Karen. Pas de réponse. Elle était au spa. J'ai appelé maman, qui était en bas en train de glacer un gâteau. Donne-lui juste du Tylenol. Tu es infirmière, Jessica. J'ai chargé les 5 enfants dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'au centre de soins d'urgence. Noah dans son siège auto, hurlant. Les jumeaux attachés derrière moi, donnant des coups de pied dans mon siège. Lily tenant la main d'Ethan, me demandant si Noah allait s'en sortir. Les frais de consultation s'élevaient à $180. J'ai payé avec ma carte de débit. Personne n'a proposé de me rembourser. Quand Karen est rentrée le 26, bronzée et reposée, elle a demandé « Est-ce que Noah va bien ?» J'ai dit oui. Elle a plongé la main dans son sac,
et en a sorti une bougie. Nous t'avons rapporté ça de la boutique de souvenirs. Une bougie à $12, pour 3 jours de garde d'enfant en solo, une frayeur liée à la fièvre, et une facture d'urgence de $180. J'ai conduit jusque chez moi ce soir-là, et je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking de mon appartement, pendant 20 minutes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste senti quelque chose se fermer doucement en moi, comme une porte qui se clôt. Sans claquer. Juste un petit clic, comme un loquet qu'on lâche enfin. Ce fut le Noël qui a changé quelque chose en moi. Pas de la colère, quelque chose de plus silencieux. Le problème, quand on est la personne fiable, c'est que les gens arrêtent de vous voir. Ils voient ce que vous faites. Ils voient les mains qui plient le linge, la voiture qui arrive à l'heure, et la voix qui dit d'accord au téléphone, mais ils arrêtent de voir la personne qui se cache derrière tout ça. Ce n'était pas seulement pour Noël. À chaque fois que maman avait besoin d'aller chez l'ophtalmo, elle m'appelait. Pas Karen, qui vivait 15 minutes plus près. Pas Derek, qui travaillait de chez lui le vendredi. Moi, parce que j'étais la personne flexible. À chaque fête, c'était moi qui conduisais la veille pour nettoyer la maison, dresser la table, disposer les serviettes pour les invités. Karen arrivait avec une tarte achetée en magasin, et un sourire. Derek arrivait les mains vides, et personne ne posait de questions. Maman me présentait aux voisins de la même manière, à chaque fois. Voici ma cadette. Elle est toujours tellement serviable. Pas, elle est infirmière diplômée. Pas, elle vient d'être promue. Juste, serviable, comme un appareil électroménager avec un prénom. Et quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, avec la toge, le chapeau, et tout le reste, pas un seul d'entre eux n'est venu. Maman avait une migraine. Karen a dit que Lily avait un goûter avec des amis. Derek a dit qu'il avait oublié la date. Megan était la seule personne présente. Elle a apporté des fleurs, et a pris une photo de moi tenant mon diplôme, sur le parking. Je l'ai toujours. C'est la seule photo de remise de diplôme que je possède. Ce soir-là, j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille Mercé, et j'ai fait défiler 3 ans de messages. Presque chacun d'entre eux, était soit maman m'assignant une tâche, soit Karen me transférant une liste de choses à faire. Rappel de rendez-vous médicaux, courses, heures de récupération, consignes de babysitting. Pas un seul message, en 3 ans, qui disait « Comment vas-tu, Jessica ?» Pas un seul. J'avais l'habitude de me dire qu'ils étaient juste occupés. Mais les gens occupés trouvent toujours du temps pour les choses qui comptent pour eux. C'est juste que je ne faisais pas partie de ces choses-là. Et donc, j'en étais là. Fin novembre, empêtré dans 4 Noëls d'un schéma que j'avais enfin nommé. Et sur le comptoir de ma cuisine, trônait un carnet rempli de chiffres, qui représentait la première chose pour laquelle j'avais économisé, et qui n'était que pour moi. $2340. 6 mois de travail supplémentaire. 6 mois de déjeuner à emporter. 6 mois à dire, non, je ferai du café à la maison, tous les matins sans exception. Je pouvais réciter le calcul dans mon sommeil. 4 nuits supplémentaires par mois payées 1 fois et demie, moins ce que je mettais pour le loyer, moins les courses. Et tout ce qui restait, allait dans l'enveloppe que je gardais dans mon tiroir à chaussettes. Megan et moi avions planifié ce voyage à la minute près. Un Airbnb à 2 pâtés de maison de la plage, une cabane à fruits de mer dont elle avait lu des critiques en ligne, une promenade à l'aube le premier matin, des chaises à bascule sur le porche. Je n'avais pas vu l'océan depuis l'âge de 15 ans. Puis, mon téléphone a vibré. Conversation de groupe. Maman. Jessica, je te transfère la liste de Karen. Le planning des enfants est le même que l'année dernière. N'oublie pas les gouttes pour les oreilles de Noah. Le même que l'année dernière. Comme si c'était déjà fait. Comme si j'avais déjà dit oui. Comme si le carnet, les heures supplémentaires, et les 6 mois de privation n'existaient pas, parce que pour elle, ils n'existaient pas. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 6 mois de travail acharné pour un voyage sur lequel elle n'avait même pas pris la peine de m'interroger, avant de l'annuler dans sa tête. Je me demande si vous étiez à ma place, tenant ce téléphone, qu'auriez-vous ressenti? Avez-vous déjà économisé pour quelque chose qui était enfin, et véritablement à vous, pour ensuite regarder quelqu'un le traiter comme si ce n'était rien?
J'aimerais beaucoup entendre votre histoire dans les commentaires. J'ai posé le téléphone, face contre la table. L'écran s'est éteint. Pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas tapé « d'accord ». 2 jours plus tard, Megan et moi étions assises dans une banquette du Halles Dîner, à la sortie de la route 15, après une garde de 12 heures. Ce genre de fatigue, où les néons semblent vous agresser personnellement. J'avais un thé glacé. Elle avait un panier de frites, auquel elle ne touchait pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. J'ai fait tourner ma paille en cercle. Je n'ai pas répondu dans le groupe. Je sais, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je l'ai regardé. Si je vais à la plage, ma mère va péter un plomb. Ta mère va péter un plomb, peu importe ce que tu fais, si ce n'est pas exactement ce qu'elle a prévu. Megan a trempé une frite, et l'a pointée vers moi. Veux-tu vraiment annuler ce voyage? Non. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Tu ne veux juste pas que ce le soit, parce que simple, ça veut dire gérer les retombées. Elle a posé sa frite. Jess, ta mère s'est mise en colère à chaque fois que tu as voulu quelque chose pour toi-même. Tu es allé à l'école d'infirmière, et elle a dit que c'était une phase. Tu as emménagé dans ton propre appartement, et elle a appelé ça un gaspillage d'argent. Son mécontentement n'est pas la règle de mesure, pour savoir si tu fais ce qu'il faut. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison, et je détestais ça. Et s'il ne me le pardonne jamais, ai-je dit. Megan s'est adossée à la banquette. Et si, toi, tu ne te pardonnes jamais de rater un autre de tes propres Noëls? Le restaurant bourdonnait autour de nous, le cliquetis des assiettes, le cuisinier hurlant un numéro de commande, un couple qui riait près de la caisse. J'ai pris mon thé, et j'ai bu une longue gorgée. J'y vais, ai-je dit. Je n'annule pas. Megan a souri, juste à peine, comme si elle attendait depuis longtemps de m'entendre dire ça. La seule question maintenant, c'était de savoir si j'allais prévenir ma famille avant de partir, ou les laisser le découvrir par eux-mêmes. L'appel est arrivé un mercredi soir. Je rinçais la vaisselle dans mon appartement, quand mon téléphone s'est allumé avec un nom auquel je ne m'attendais pas. Tante Pauline. Pauline est, la petite sœur de ma mère, une professeure à la retraite, vivait seule à Xich, à 40 minutes au sud. Elle se montrait aux événements familiaux peut-être 2 fois par an, souriait poliment, et partait tôt. La plupart des membres de la famille pensaient juste qu'elle était très secrète. J'avais toujours pressenti que c'était quelque chose de plus. Jessica, j'espère que je ne te dérange pas au mauvais moment. Non, tante Pauline. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait une pause. J'ai vu le groupe de discussion. Ta mère a posté ce planning, et t'a identifié comme si tu étais le personnel de maison. Je voulais juste prendre des nouvelles. Est-ce que ça va? J'ai failli lâcher l'assiette que je tenais. J'avais oublié que Pauline était dans le groupe. Elle ne postait jamais, ne réagissait jamais. J'avais supposé qu'elle l'avait mis en sourdine il y a des années. Ce n'était pas le cas. Ça va, ai-je dit. J'essaie juste de tirer les choses au clair. Je sais ce que ça veut dire. Sa voix s'est adoucie. Quand j'avais ton âge, Linda me faisait organiser toutes les réunions de famille. Les invitations, la nourriture, le nettoyage, tout ça. Je l'ai fait pendant 8 ans. Pas une seule fois, quelqu'un n'a proposé de m'aider. Et quand j'ai enfin arrêté, ta mère a dit à toute la famille que j'étais une égoïste. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Ça te rappelle quelque chose? Ma gorge s'est nouée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté de venir, jusqu'à ce qu'ils me traitent comme une invitée, et pas comme une employée. Ça a pris environ 2 ans, mais ils ont fini par comprendre. Je suis restée silencieuse. Elle m'a laissé tranquille. Quoi que tu décides, ma chérie, je veux juste que tu saches que choisir de penser à toi, ce n'est pas la même chose qu'abandonner ta famille. J'ai chuchoté un merci, qui ne devait probablement pas sembler suffisant. Puis, juste avant de raccrocher, Pauline a ajouté quelque chose qui a tout changé. Et Jess, je lis cette conversation de groupe depuis 3 ans. J'ai vu chaque message que ta mère a envoyé à ton sujet. Tu devrais savoir que... La ligne est devenue silencieuse. Ma cuisine semblait très calme. Après que Pauline a raccroché, je me suis assise sur mon canapé,
avec le téléphone sur les genoux, et j'ai ouvert la conversation de groupe. J'avais déjà lu ces messages, des centaines de fois, sur 3 ans. Mais je les avais toujours lus de la même manière que l'on regarde les panneaux de signalisation, sur son trajet quotidien. Un bruit de fond, une routine, quelque chose d'attendu. Cette fois, j'ai fait défiler avec un regard différent. Noël dernier, 24 décembre, 15h14. J'étais aux urgences avec Noah, 5 enfants sur les bras. Et là, il y avait ma mère, qui envoyait un SMS à Karen, dans le même groupe que moi. Comme si je n'allais pas le voir. Elle va bien. Elle aime se sentir utile. Ça lui donne quelque chose à faire. La réponse de Karen, 2 minutes plus tard. MDR grave. C'est mieux que de la voir assise toute seule dans ce petit appartement. J'ai continué à faire défiler. Il y a 2 ans, la semaine après que j'avais suggéré d'alterner les gardes d'enfants. De maman à Karen, je vais m'occuper de Jessica. Elle finira par accepter. Elle le fait toujours. Et puis le plus récent, envoyé la nuit après Thanksgiving, il y a moins de 3 semaines. J'étais rentré chez moi. Je m'étais assise dans ma voiture, avec les mains qui tremblaient. Et pendant que je conduisais dans le noir, ma mère avait tapé ceci, pour Karen. De toute façon, Jessica n'a pas de vraie vie. Elle devrait être reconnaissante qu'on l'inclue tout court. Je l'ai lu 1 fois. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu une 3e fois, lentement. De la manière dont on relit une phrase qui n'a pas de sens, jusqu'à ce qu'elle prenne soudainement tout son sens. Elle devrait être reconnaissante qu'on l'inclue tout court. J'ai posé le téléphone. J'ai pressé mes paumes à plat sur mes genoux, et j'ai respiré. Je n'ai fait aucune capture d'écran. Je n'en avais pas besoin. Ces messages étaient là, dans un groupe que chaque membre de la famille, y compris tante Pauline, pouvait faire défiler à tout moment. J'ai repris le téléphone, et j'ai appelé Megan. Une seule phrase. On part, et je ne le dis à personne. Les 2 semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. Je suis allé travailler. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai répondu aux SMS de mes amis. Et pendant tout ce temps, j'ai porté un secret, qui reposait dans ma poitrine comme une pierre chaude. Le groupe de discussion continuait de s'animer. Maman envoyait des mises à jour presque tous les jours. L'horaire de sieste de Noah, la nouvelle sensibilité alimentaire d'Ethan, la marque de lingette que Lily préférait. Chaque message m'était adressé, mais aucun n'était vraiment pour moi. C'était des instructions. Les dépêches d'un général, à un soldat à qui on n'avait jamais demandé s'il voulait s'engager. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste validé la lecture, et je suis passé à autre chose. Chez moi, j'ai préparé mon sac lentement. Un bagage à main. Des robes d'été, un maillot de bain, des sandales, un livre de poche que j'avais l'intention de lire depuis l'été. J'ai activé mon message d'absence à la clinique. J'ai confirmé le Airbnb. J'ai vérifié la météo dans les Outer Banks. Une 15aine de degrés, ensoleillé, vent léger venant de l'eau. Pas une météo de plage pour la plupart des gens, mais une météo parfaite pour moi. Une semaine avant Noël, maman a appelé. Donc, tu seras à la maison vers midi le 23, n'est-ce pas? Le vol de Karen est à 15h. Elle doit partir à 13h. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille, et j'ai regardé ma valise, posée près de la porte. Je te tiendrai au courant, maman. Silence. Comment ça, tu me tiendras au courant? C'est Noël, Jessica. Je te tiendrai au courant. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais entendre les rouages tourner, le recalcul, l'irritation, le besoin à peine contrôlé de dire quelque chose de cinglant. Mais elle n'a pas insisté. Pas encore. Elle pensait qu'elle avait le temps. Elle pensait que j'allais me plier à sa volonté. Je l'avais toujours fait, auparavant. J'ai raccroché, et l'appartement est redevenu silencieux. Juste le radiateur, et le bruit de ma propre respiration. Aller jusqu'au bout de mes propres projets, m'a semblé être la chose la plus radicale que j'avais jamais faite. Le 21 décembre, notre dernière garde avant les vacances. Megan et moi avons déjeuné dans la salle de repos du personnel de la clinique.
Des chaises en plastique, un micro-ondes qui sentait la soupe de la semaine dernière, et une fenêtre qui donnait sur le parking, où ma voiture était garée, chargée et prête. Tu es nerveuse, a demandé Megan, en retirant l'opercule d'un yaourt. Un peu, ai-je dit. Pas pour le voyage. Pour mon téléphone, le 23. Éteins-le. Je ne peux pas. Et s'il y avait un vrai problème avec l'un des enfants? Megan y a réfléchi. Alors laisse-le allumer, mais ne réponds que si c'est une véritable urgence. Tu sauras faire la différence entre la panique et les tentatives de culpabilisation. Tu as eu assez de pratique. Mon téléphone a vibré sur la table, entre nous. Conversation de groupe. Maman avait envoyé une photo. La maison entièrement décorée. Des guirlandes sur l'escalier. Une couronne sur la porte d'entrée. Un sapin dans le salon, avec des décorations dépareillées, fabriquées par les petits-enfants. En dessous de la photo, son message. Tout est prêt pour la famille. Jessica, la chambre des enfants est installée. J'ai aussi mis le matelas gonflable là-dedans, pour toi. Megan s'est penchée par-dessus mon épaule, et a lu le message. Elle m'a regardé. Un matelas gonflable dans la chambre des enfants. Ouais. Elle t'a installé un lit, dans la même pièce que 5 enfants. Ouais. Pas la chambre d'amis, pas le canapé. La chambre des enfants, avec le bambin qui pleure, et les jumeaux qui donnent des coups de pied dans leur sommeil. Je n'ai rien dit. Megan s'est rassise. Tu sais ce qu'il y a, dans l'Airbnb d'Outer Banks? Quoi? Des lits king size. Elle a pointé sa cuillère vers moi. 2. J'ai ri. C'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis des semaines. Le genre qui commence dans le ventre, et qui repousse tout le reste, même si ce n'est que pour une seconde. 2 jours. 48 heures. Et je serais quelque part, où personne ne m'aurait assigné ma place. 22 décembre, 21 heures. La nuit avant que tout ne bascule. Mon appartement était plongé dans le noir, à l'exception de la lampe sur la table de chevet, et de la lueur bleue de mon téléphone. La valise trônait près de la porte d'entrée, comme une promesse. Le réveil était réglé sur 5h30. Le vol à 8h. J'ai appelé tante Pauline. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Demain, a-t-elle demandé. Demain. Tu es sûr? Je suis sûr. Je l'ai entendu expirer, lentement et régulièrement. De la manière dont respire quelqu'un, qui a retenu quelque chose en lui depuis longtemps. Bien. Je surveillerai le groupe. Et si ça dégénère, tu m'appelles. Tante Pauline? Oui, ma chérie. Est-ce que tu penses que j'ai tort? Elle n'a pas hésité. Tort de quoi? D'avoir une vie? Une pause. Chérie, la seule chose qui serait une erreur, ce serait de passer un autre Noël à être la servante gratuite de quelqu'un, tout en faisant semblant que c'est de l'amour. J'ai pressé mon front contre la fenêtre. La rue à l'extérieur était déserte. Un fin givre se formait sur les pare-brises, dans le parking. Dors un peu, a dit Pauline. Et prends des photos de cette plage, pour moi. Nous avons raccroché. À 21h47, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. Je l'ai laissé sonner, jusqu'à la messagerie. Son message durait 22 secondes. Je l'ai écouté une fois. Jessica, Karen dépose les sacs des enfants chez moi demain matin. Sois là pour midi. Ne sois pas en retard. Pas de « s'il te plaît ». Pas de point d'interrogation. Juste un ordre, livré sur le même ton qu'elle utilisait pour me dire de mettre la table, quand j'avais 12 ans. Je l'ai écouté encore une fois. Puis, je l'ai supprimé. Je me suis allongé, j'ai remonté la couverture, j'ai vérifié mon alarme, et j'ai fermé les yeux. Le vent grattait contre la fenêtre. Le radiateur a claqué une fois, puis s'est calmé. Demain matin, je serai à l'aéroport, et ma famille attendrait à la porte. 5h30 du matin. Le réveil a sonné dans le noir. Je n'ai pas appuyé sur répétition. J'étais déjà réveillé. J'étais allongé là depuis 5 heures, à fixer le plafond, à écouter mon propre rythme cardiaque, en attendant que la culpabilité vienne ramper jusqu'à moi.
Ce n'est pas arrivé. Je me suis douché, habillé. Un jean, un pull léger, mes bonnes bottes. Je me suis regardé dans le miroir au-dessus du lavabo de la salle de bain, et j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Pas parce que j'avais l'air différente, mais parce que j'avais l'air prête. Megan est arrivée à 6h15, phares allumés dans la nuit. J'ai fermé mon appartement à clé, j'ai fait rouler ma valise dans les escaliers, et je l'ai chargée dans le coffre de sa voiture. L'air du matin était assez vif pour piquer. Prête, a-t-elle demandé. Prête. Nous avons roulé jusqu'à l'aéroport, dans ce genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. L'autoroute était presque vide. Quelques camions, quelques banlieusards matinaux. Les lumières de Noël clignotaient sur les maisons, le long de la route 29. À l'aéroport, tout s'est enchaîné comme dans un flou. L'enregistrement. La sécurité. Porte B7. 2 sièges près de la fenêtre. À 8h, mon téléphone s'est allumé. Le groupe. Maman. Bonjour. Karen dépose les enfants à 10h. On se voit à midi. Un point d'exclamation. Un smiley. Elle n'en avait aucune idée. J'ai lu le message. Megan a jeté un coup d'œil à mon écran, mais n'a rien dit. Elle a ouvert son livre. J'ai rangé le téléphone dans mon sac. À 8h20, ils ont appelé notre groupe d'embarquement. J'ai tendu ma carte, j'ai descendu la passerelle, et j'ai trouvé mon siège. Côté hublot. Les moteurs ont bourdonné. Les lumières de la cabine se sont tamisées. Et puis, nous avons bougé, roulé, incliné, décollé. J'ai regardé par le hublot, pendant que le sol devenait de plus en plus petit. Quelque part là en bas, ma mère préparait des briques de jus de fruits pour 5 enfants, et me gardait une place sur un matelas gonflable. Au-dessus des nuages, il n'y avait rien d'autre que du soleil. Nous avons atterri juste après 10h. Outer Banks sentait le sel et le pain. Rien à voir avec la Virginie, en décembre. L'air était frais, mais il y avait de la chaleur en dessous. Celle qui s'élève de l'eau, quand le soleil a tapé dessus toute la matinée. Megan est allée chercher la voiture de location. J'ai rallumé mon téléphone. 6 appels en absence de maman. 3 de Karen. Un SMS de Derek, et « Tu es où ?» Maman m'appelle. Le groupe de discussion était passé du calme à la détonation. 11h58. Maman. Jessica, où es-tu? Karen est déjà partie. Les enfants sont là. Appelle-moi. 12h03. Maman, à nouveau. Ce n'est pas drôle. Je t'appelle. 12h07. Maman, tout en majuscule. Jessica, réponds à ton téléphone. J'ai fixé l'écran. Megan chargeait nos sacs dans le coffre, et faisait semblant de ne pas me regarder. À 12h12, maman a rappelé. J'ai décroché. Jessica, où es-tu? Karen est partie il y a 1 heure. Les enfants sont. Je ne viens pas, maman. 3 secondes de silence. J'ai compté. Je t'avais dit que j'avais des projets, ai-je ajouté. Joyeux Noël. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Ma voix avait été stable. Et le calme qui a suivi, debout sur un parking d'Outer Banks, avec le cri des mouettes au-dessus de ma tête, et le sable soufflant sur l'asphalte, m'a semblé être le premier silence honnête que j'avais eu, depuis des années. 12h20. Le groupe de discussion a explosé. Maman, elle ne vient pas. Elle est partie. Elle nous a laissés avec 5 enfants. Karen, depuis là où son vol l'avait emmenée, quoi? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas annuler mon vol. Derek, attends. Sérieusement? J'ai verrouillé mon téléphone, et je l'ai glissé dans ma poche. Megan a ouvert la portière côté conducteur, et m'a regardé par-dessus le toit de la voiture. Plage, a-t-elle dit. Plage. L'océan était à 7 minutes. Ma famille était à 500 km derrière moi. Karen n'a jamais atteint le complexe hôtelier. Je l'ai découvert plus tard grâce au groupe, que je lisais sans y répondre. Elle était à la porte d'embarquement quand l'appel de maman est arrivé. Son vol était en cours d'embarquement.
Brad était déjà à sa place. Et maman était à l'autre bout du fil, avec 5 enfants qui hurlaient en fond sonore, disant « Tu dois revenir. Jessica ne vient pas. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Karen a appelé Brad depuis la porte. Je ne peux qu'imaginer comment cette conversation s'est déroulée, car ce qui est apparu dans le groupe, c'était la version de Karen, filtrée par la fureur. J'ai dû quitter l'aéroport. Le séjour coûtait $1,200. Non remboursable. Les frais de modification de mon billet s'élevaient à $400. Ça fait $1,600 perdus, parce que Jessica a décidé de prendre des vacances. Brad, apparemment, ne partageait pas sa sympathie pour maman. Karen a posté dans le groupe. Brad dit que c'est notre problème, pas celui de Jessica. Il dit qu'il m'avait prévenu que ça arriverait. Il a littéralement dit, tu ne peux pas continuer à larguer tes enfants sur ta sœur, et t'attendre à ce qu'elle dise oui indéfiniment. J'ai lu ce message 3 fois. Brad, que je n'avais jamais entendu dire plus que « passe-moi les petits pains » à Thanksgiving, avait dit ça à voix haute, à Karen. À 14h, Karen était de retour chez maman. Les valises toujours faites, le mascara coulant, debout dans l'entrée avec 5 enfants, qui voulaient savoir pourquoi tante Jess n'était pas là. Et c'est à ce moment-là, que Karen a posé la question à laquelle personne n'avait pensé auparavant. « Maman, est-ce que Jessica a vraiment dit qu'elle les garderait ?» Silence. Elle n'avait pas besoin de le dire, a répondu maman. Elle le fait toujours. Karen l'a dévisagé. Maman, ce n'est pas la même chose. Une seule phrase. Et dans cette phrase, une fissure est apparue. Fine, silencieuse, presque invisible, dans le mur que ma mère avait mis 4 ans à construire. Derek avait toujours été le plus discret. Pas discret de manière réfléchie. Discret de manière commode. Le genre de silence qui vous permet de vous asseoir pendant 4 ans, pendant que quelqu'un est utilisé, sans jamais avoir à dire la chose inconfortable. Mais le 23 décembre, sa femme a parlé pour lui. Derek et Tina étaient à 2 heures de route, chez les parents de Tina, quand maman a appelé. J'ai reconstitué cela, à partir de ces messages dans le groupe. Maman veut que nous revenions, a posté Derek. Elle dit qu'elle ne peut pas gérer les enfants toute seule. Tina a apparemment pris le téléphone. Ce qui a suivi, ne venait pas de Derek. Le ton était trop direct. La ponctuation trop propre. Linda a appelé, et a dit à Derek de faire demi-tour pour aider avec les enfants. Nous venons juste d'arriver. Mes parents ont cuisiné toute la journée. Nous ne partons pas. Puis, 20 minutes plus tard, Derek a posté à nouveau. Et cette fois, je pouvais dire que Tina se tenait derrière son épaule, parce qu'il a écrit quelque chose que je ne lui avais jamais vu écrire auparavant. Une véritable opinion. Maman, je pense que nous devons en parler après Noël. Jessica a peut-être un point valable. La réponse de maman a été instantanée. Un point valable ? Elle a abandonné cette famille la veille de Noël. Derek n'a pas répondu, mais Tina l'a fait. Pas dans la conversation de groupe. Elle m'a envoyé un message privé. Je ne l'ai vue que plus tard dans la soirée, assise sur le porche du Airbnb, avec une couverture sur les genoux, et l'océan à un pâté de maison. Salut Jessica, c'est Tina. Je veux que tu saches quelque chose. Nous payons notre babysitter $20 de l'heure. Tu as gardé 5 enfants pendant 3 jours, le Noël dernier. Ça fait plus de $700 de travail gratuit. Et ta mère t'a traité d'égoïste pour avoir arrêté. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas la personne égoïste ici. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai tenu le téléphone contre ma poitrine, et j'ai écouté les vagues. Ma mère a toujours été douée pour une chose avant tout, contrôler le récit. Elle l'a fait quand papa est parti. Elle l'a fait quand Pauline a pris ses distances. Et la nuit du 23 décembre, elle l'a refait. J'étais assise dans un petit restaurant de fruits de mer, près de la jetée, partageant une assiette de crevettes avec Megan, quand mon téléphone s'est mis à vibrer avec des numéros que je n'avais pas vus depuis des mois. Oncle Ray, tante Donna, un cousin de Roanoke à qui je n'avais pas parlé depuis Pâques dernier. Le texto de l'oncle Ray, Jessica, ta mère dit que tu as abandonné la famille. Ça ne te ressemble pas, appelle-la. Tante Donna, chérie, c'est Noël. Quoi qu'il se soit passé, la famille passe en premier. Un cousin que je connaissais à peine, j'ai entendu dire que tu avais largué les gosses.
C'est froid, Jess. Maman les avait appelés. Chacun d'entre eux. Elle avait parcouru sa liste de contacts, comme un général ralliant ses troupes. Et elle leur avait raconté sa version. Celle où je disparaissais sans prévenir. Celle où j'abandonnais 5 enfants sans défense, et gâchais Noël, parce que je voulais des vacances à la plage. Elle a omis la partie, où elle ne me l'avait jamais demandé. Elle a omis les 4 années de babysitting non rémunérées. Elle a omis le matelas gonflable, la facture du centre d'urgence, et les messages du groupe qu'elle pensait que personne ne lisait. Megan me regardait faire défiler l'écran. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien. Pas ce soir. » J'ai posé mon téléphone, face contre la table, et j'ai pris une crevette. Ma mère avait passé 30 ans à construire l'histoire de qui elle était, la mère qui se sacrifie, la matriarche désintéressée. Et j'avais passé 27 ans à y jouer un rôle secondaire. Pour la première fois, je ne jouais pas mon rôle. Et elle ne supportait pas que le spectacle ne se déroule pas selon ses directives. Mais elle avait oublié une chose. Tante Pauline était dans ce groupe. Et Pauline avait lu chaque mot. À 22h14, un message privé de Pauline. Ta mère a appelé Ray et Donna. Elle raconte à tout le monde que tu as abandonné les enfants. Je ne vais pas rester assise là, et la regarder réécrire l'histoire. Avec ta permission, j'aimerais dire quelque chose, lors de l'appel vidéo demain. J'ai répondu en 4 secondes. Dis ce que tu as besoin de dire, tante Pauline. Dis juste la vérité. Le matin de Noël, je me suis réveillé avec la lumière du soleil, qui traversait les rideaux blancs, et le bruit de l'océan. Pas de réveil, pas d'enfant qui pleure, pas la voix de ma mère qui appelle depuis le bout du couloir. Juste les vagues. Lentes, régulières, tranquilles. Megan était déjà debout, marchant en chaussettes dans la cuisine, préparant du café dans la petite cafetière à piston fournie avec le Airbnb. Le cottage sentait le café fraîchement moulu, et l'air marin. Je me suis assise sur le porche en sweat à capuche, les mains enroulées autour d'une tasse chaude. Et pendant 5 bonnes minutes, je n'ai pas regardé mon téléphone. C'était le premier matin de Noël, en 4 ans, où je me réveillais sans qu'on ait réglé d'alarme pour moi. À 500 km au nord, l'autre Noël avait lieu. Je le sais, parce que le groupe était toujours ouvert, toujours actif, toujours bruyant. 6h18. Et, Linda. Les enfants sont déjà levés. Lily veut ouvrir les cadeaux. J'ai du mal à suivre. 7h45. Karen. Maman, laisse-les juste ouvrir les cadeaux. Je trierai plus tard. 8h10. Karen encore. Noah pleure à nouveau. Tu lui as donné ses gouttes? 8h30. Linda. Je ne sais pas où sont ses oreilles, Karen. À 9h, Karen et Linda se disputaient en majuscules, pour savoir qui avait oublié de prendre les médicaments de Noah. Brad avait envoyé un seul SMS à Karen, qui est apparu dans une capture d'écran qu'elle a accidentellement postée, c'était censé être nos vacances. Le chaos que j'avais géré seul pendant 4 ans, était maintenant réparti entre les personnes qui l'avaient créé, et ils étaient en train de couler. Puis, à 9h12, un message privé de Derek. Et, joyeux Noël. J'espère que tu passes un bon moment, où que tu sois. Une pause, puis un deuxième message. Je suis désolé de ne jamais avoir rien dit. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Petit, silencieux, comme un œuf qui se défait. Chaque Noël à 15h, la famille Mercé fait un appel vidéo. C'est une tradition, depuis que l'oncle Ray a compris comment utiliser Zoom, pendant la pandémie. 15 personnes, 4 foyers, 1 heure de fausse bonne humeur, et toujours l'enfant de quelqu'un qui fait tomber la caméra. J'ai failli ne pas m'y joindre. Mais Megan m'a regardé, et m'a dit, tu fais toujours partie de la famille, Jess. Tu as juste changé les conditions. Alors, à 15h02, je me suis connecté. L'écran s'est rempli de visages. Oncle Ray et tante Donna dans leur salon, un feu en arrière-plan. 2 cousins de Roanoke qui faisaient coucou. Derek et Tina, à la table de la cuisine de ses parents. Karen, assise sur le canapé chez maman, les yeux rouges, avec le bébé Noah sur les genoux. Et maman, au premier plan, pull de Noël, rouge à lèvres, caméra parfaitement orientée.
Même en pleine crise, elle soignait la mise en scène. Puis, mon carré est apparu. Moi, sur un Porsche, en t-shirt, avec l'océan derrière moi. La réaction a été immédiate. Oh, regardez qui a décidé de se montrer, a dit maman. Depuis une plage, en plus. Oncle Ray est intervenu. Linda, laisse couler. C'est Noël. Laisse couler. La voix de maman s'est faite tranchante. Elle a laissé 5 enfants sans babysitter. La veille de Noël. Sais-tu quel genre de personne fait ça? Je n'ai pas bronché. J'avais eu 24 heures, pour me préparer à ça. Maman, tu ne m'as jamais demandé de garder les enfants, ai-je dit. Tu m'as annoncé que j'allais le faire. J'avais des projets. Je t'ai dit que j'avais des projets. Tu m'as ignoré. Des projets? Des vacances, plutôt que la famille. À quand remonte la dernière fois, où quelqu'un dans cette famille m'a demandé ce que je voulais pour Noël? Personne n'a parlé. 2 secondes. 3. Et puis, depuis un petit carré, dans le coin inférieur de l'écran, tante Pauline a réactivé son micro. Linda, a-t-elle dit, je pense qu'il est temps de parler de tout ça, honnêtement. Chaque visage sur cet appel s'est figé. La caméra de Pauline était légèrement orientée vers le haut. On pouvait voir le ventilateur de plafond de son salon, tourner lentement derrière elle. Elle portait un gilet gris, et ses lunettes de lecture étaient relevées sur son front. Calme, de la façon dont seule une personne qui y a réfléchi depuis longtemps, peut l'être. Linda, je t'aime, a-t-elle commencé. Tu es ma sœur. Mais je regarde ce que tu fais à Jessica depuis 4 ans. Et je t'ai regardé me faire la même chose, pendant 8 ans avant ça. Le visage de maman s'est durci. Pauline, il ne s'agit pas de toi. La voix de l'oncle Ray, ferme, Linda, laisse-la finir. Pauline a continué. Je suis dans le groupe de discussion de la famille. J'ai lu chaque message, chaque planning que tu as envoyé à Jessica, sans rien lui demander. Chaque liste que Karen a transférée, comme si Jessica était salariée. Et j'ai vu comment tu parles d'elle, quand tu penses qu'elle ne fait pas attention. De quoi tu parles? Tu veux que je les lise, Linda? La voix de Pauline n'a pas vacillé. Parce que j'ai gardé des captures d'écran. Pas pour monter un dossier. Mais parce que, quand j'ai lu ces messages, je me suis senti malade. Et je voulais me souvenir de ce que c'était. Pour ne plus jamais laisser ça arriver, à qui que ce soit d'autre dans cette famille. Pauline, n'ose pas. Il y a 3 semaines, après Thanksgiving, tu as écrit à Karen. L'écran s'est figé. Pas techniquement. Personne n'a perdu sa connexion. Mais chaque carré sur cet appel est devenu immobile. 15 personnes, 15 petits rectangles de silence. Pauline a fait une pause. Elle donnait à ma mère une dernière chance de l'arrêter d'elle-même. Maman n'a rien dit. En regardant cet appel, depuis mon Porsche dans les Outer Banks, j'ai retenu mon souffle, parce que je savais ce qui arrivait. Je savais ce que ces messages disaient. Et dans quelques secondes, tout le monde le saurait aussi. Et je me suis demandé, avez-vous déjà vécu un moment, où la vérité qui vous effrayait, était sur le point d'être dite à voix haute, par quelqu'un à qui vous ne vous attendiez pas? Qu'avez-vous ressenti? J'aimerais sincèrement le savoir. Partagez-le dans les commentaires. Pauline a ajusté ses lunettes, et a commencé à lire. Noël dernier, a dit Pauline. Le 24 décembre, à 15h14, pendant que Jessica conduisait 5 enfants aux urgences parce que Noah avait 39 de fièvre. Tu as écrit ça à Karen. Elle a lu lentement, chaque mot précis. Elle va bien. Elle aime se sentir utile. Ça lui donne quelque chose à faire. Personne n'a bougé. Karen a répondu, et je cite, MDR grave. C'est mieux que de la voir assise toute seule dans ce petit appartement. Sur l'écran, Karen a fermé les yeux. Pauline a continué. Il y a 2 ans, après que Jessica a suggéré de tourner pour la garde d'enfants, tu as écrit à Karen, je vais m'occuper de Jessica. Elle finira par accepter. Elle le fait toujours. La bouche de maman s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Et celui-ci, a dit Pauline, sa voix baissant d'un demi-ton. Il y a 3 semaines, la nuit après Thanksgiving, après que ta fille t'ait dit qu'elle avait des projets, et que tu lui as ri au nez,
tu as tapé ça. Elle a tenu son téléphone devant la caméra, pour que tout le monde puisse voir la capture d'écran. Puis elle l'a lu à haute voix. De toute façon, Jessica n'a pas de vraie vie. Elle devrait être reconnaissante qu'on l'inclue tout court. Silence. Pas le genre de silence poli. Pas le genre où quelqu'un est sur le point de changer de sujet. Le genre qui vous presse de toutes parts. Lourd, total, suffocant. 15 carrés sur un écran, personne ne tapant, personne ne bougeant. Quelque part dans le salon de ma mère, la chaudière s'est enclenchée. À travers son micro, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. Le bruit doux, à peine audible, de la neige tombant contre la fenêtre. 5 secondes. 10. Le plus long silence de toute l'histoire de la famille Mercé. C'est l'oncle Ray qui l'a brisé. Sa voix était basse, prudente, comme un homme qui choisit chaque mot à dessein. Linda, est-ce vrai? Est-ce que tu as écrit ça? Les yeux de ma mère étaient humides. Sa bouche a bougé. C'était sorti de son contexte. Et depuis le canapé derrière elle, Karen a dit, « Maman, j'étais dans ce groupe. Je les ai lus aussi. » Ils n'étaient pas sortis de leur contexte. Ce qui s'est passé ensuite, fut une leçon magistrale de la part de quelqu'un à court d'armes, en temps réel. Maman a d'abord essayé la culpabilisation. Elle le fait toujours. J'ai élevé ces enfants toute seule, a-t-elle dit, la voix brisée. Après le départ de leur père. 18 ans. Aucune aide, aucune pause. Et c'est comme ça que vous me remerciez tous. En vous liguant contre moi, le jour de Noël. Tante Donna, calme comme du verre, Linda, personne ne se ligue contre toi. Mais ce que Pauline vient de lire, ce n'est pas comme ça qu'on parle de sa propre fille. Maman a changé de stratégie. Manipulation mentale. Deuxième arme. Jessica fait des drames. Elle a toujours été la plus sensible. Une seule vacance, et soudain toute la famille est contre moi. Derek, qui n'avait pas pris la parole pour moi une seule fois en 4 ans, a réactivé son micro. Maman, elle ne fait pas de drame. Sa voix était hésitante, comme un homme désapprenant le silence en temps réel. Elle nous a demandé de faire des roulements il y a 3 ans. Nous avons tous dit non. Je n'ai rien dit. C'est de ma faute. Maman a fixé son carré sur l'écran. Puis elle s'est tournée vers l'oncle Ray. Pression sociale, sa dernière carte. Ray, tu es son oncle. Dis-lui qu'elle a tort. Dis-lui que la famille passe en premier. L'oncle Ray n'a pas scié. La famille passe bien en premier, Linda. Et ça inclut Jessica. Et d'après ce que j'entends, elle n'est pas passée en premier, depuis très longtemps. C'est là que maman a commencé à pleurer. Mais même à travers les larmes, même à travers les tremblements, j'ai remarqué ce qu'elle a fait ensuite. Elle a tourné sa caméra vers le salon, où 5 enfants étaient assis sur la moquette, entourés de papier cadeau. Regardez-les, a-t-elle dit. Ils sont confus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ce que Jessica leur a fait. De quelque part derrière la caméra, la voix de Karen. Fatiguée. À vif. Épuisée. Maman, arrête. Jessica n'a pas fait ça. C'est nous. L'écran a vacillé. Karen s'était déplacée. Et ma mère s'est retrouvée seule dans le cadre, pleurant dans le silence de sa propre création. Je n'avais pas dit un mot pendant tout ce temps. J'avais regardé depuis mon petit carré sur l'écran. L'océan derrière moi, le vent dans mes cheveux, 15 visages fixant une vérité qui était là, à la vue de tous, depuis des années. Je n'avais pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Les messages l'avaient dit. Pauline l'avait dit. Même Karen l'avait dit. Mais maintenant, l'appel était devenu silencieux, et chaque rectangle sur cet écran me regardait. Attendait. Alors, j'ai parlé. Maman, je t'aime. J'aime cette famille. J'ai gardé une voix posée. Sans colère, sans tremblement, juste clair. Mais j'ai passé 4 Noëls à être votre babysitter. J'ai payé $180 pour les soins d'urgence de Noah, que personne n'a remboursé. J'ai dormi sur un matelas gonflable dans la chambre des enfants. J'ai annulé des projets, sauté des vacances avec des amis,
et fait des heures supplémentaires toute l'année, pour pouvoir m'offrir des vacances. Et tu as annoncé que je garderais les enfants, sans jamais me le demander. J'ai fait une pause. Le vent a soufflé dans mes cheveux. Les vagues étaient là derrière moi, régulières et indifférentes. Tu as dit que je n'avais pas de vraie vie. J'ai regardé droit dans la caméra. Mais j'en ai une. C'est juste qu'aucun de vous n'a jamais pensé à regarder. Personne n'a parlé. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'en ai juste fini d'être la personne qui sacrifie sa vie pour que tout le monde puisse profiter de la sienne. Si vous voulez de moi à Noël l'année prochaine, je serai là en tant que membre de la famille. Pas en tant que personnel de maison. Le silence a duré longtemps. Puis, depuis son petit carré dans le coin, Pauline. Bien dit, ma chérie. La voix de maman, quand elle est enfin venue, était petite. Plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Et j'ai dit la seule chose qu'il restait à dire. Tu n'as pas demandé. C'est l'oncle Ray qui a conclu. Je pense que nous avons tous matière à réfléchir, a-t-il dit. Le genre de phrase qu'un homme prononce, quand il sait que la pièce a besoin d'une porte de sortie, et que personne d'autre n'en construira une. Un par un, les carrés ont fait leurs adieux. Silencieusement. Tante Donna a fait signe de la main. Les cousins de Roanoke ont murmuré « Joyeux Noël » et ont cliqué pour quitter rapidement. Derek a fait un petit signe de tête, avant que son écran ne s'éteigne. Karen n'a rien dit. Elle a juste regardé la caméra pendant une seconde, puis a tendu la main, et a mis fin à l'appel. Maman a éteint sa caméra sans un mot. Je suis resté assise sur le porche, un long moment après que l'écran soit devenu noir. Le soleil descendait vers la ligne d'horizon, donnant au ciel une couleur de cuivre et d'abricot. Quelque part plus bas dans la rue, quelqu'un faisait un barbecue. L'odeur du charbon de bois flottait, avec l'air salin. Megan est sortie avec 2 tasses, de la tisane à la camomille, parce qu'elle sait que je n'aime pas le café l'après-midi. Elle s'est assise sur la chaise à côté de la mienne, et n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle en avait entendu la majeure partie à travers la moustiquaire. J'ai attendu que la culpabilité frappe. Cette voix familière, celle qui chuchotait depuis 4 ans. Tu aurais dû y aller. Ça aurait été plus simple. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espace. De la place pour respirer. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 4 Noëls, et que j'avais enfin, lentement, complètement expiré. À 19h, un SMS de Karen. Jess, je suis désolé pour la remarque sur la bougie, et la liste des allergies, et tout le reste. J'aurais dû dire merci. J'aurais dû le dire il y a des années. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de temps. À 19h30, Pauline. Joyeux Noël, ma chérie. Je suis fier de toi. J'ai répondu. Joyeux Noël, tante Pauline. Merci d'avoir dit la vérité. Puis j'ai rangé le téléphone, et j'ai écouté l'océan, jusqu'à ce que le ciel devienne noir. Megan et moi sommes rentrés le 27. L'aéroport des Outer Banks était petit et à moitié vide. Nous avons embarqué dans un jet régional, qui sentait l'air recyclé et les cacahuètes. J'ai dormi pendant tout le trajet. Mon premier sommeil ininterrompu depuis des jours. Quand je suis revenu à mon appartement, tout était exactement comme je l'avais laissé. Calme, propre. La lampe sur la table de chevet était toujours allumée, depuis que j'étais parti dans le noir, 4 jours plus tôt. Au cours de la semaine suivante, les retombées sont arrivées par morceaux, comme du courrier qu'on s'attend à recevoir, mais qui fait tout de même sursauter quand il atterrit. Karen a perdu $1,600. $1,200 pour le complexe non remboursable, et $400 de frais de modification de vol. Elle et Brad ont eu ce qu'elle a plus tard décrit, comme « la pire dispute que nous ayons eue depuis la naissance des jumeaux ». Brad lui a dit ce qu'il pensait apparemment depuis des années, que compter sur moi chaque Noël n'était pas de la générosité, c'était de l'abus. Au Nouvel An, ils avaient commencé à chercher une babysitter professionnelle, et rémunérée. Derek m'a fait un virement Venmo de $180, le 29 décembre. Pas de petits mots, pas de message, juste le montant. Le montant exact des frais d'urgence pour Noah, de l'année précédente.
Je l'ai fixé pendant un moment. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait l'existence de cette facture. Tina m'a envoyé un message séparé, j'ai dit à Derek qu'il devait prendre ses responsabilités. Fini de rester sur la touche. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. L'oncle Ray m'a appelé le lendemain du Nouvel An. Je suis content que tu aies parlé, Jessica. Ta mère part d'une bonne intention, mais elle était tellement concentrée à sauver les apparences, qu'elle a oublié de te voir vraiment. Et maman. Maman n'a pas appelé. Pas cette semaine-là. Pas un mot. La femme qui m'envoyait des messages tous les jours, sur les horaires de sieste, les gouttes pour les oreilles, et les listes d'allergies, était devenue complètement, totalement silencieuse. Ce silence en disait plus que 4 années de messages ne l'avaient jamais fait. Elle a appelé le 3 janvier. 10 jours de silence, puis son nom sur mon écran, à 14 heures de l'après-midi, juste au moment où je rentrais d'une garde. J'ai failli laisser sonner. Mais j'ai décroché. Parce que la version de moi qui répond au téléphone pour sa mère, n'a pas disparu. Elle n'est simplement plus la seule version de moi qui existe. Jessica. Sa voix était prudente. Répétée, comme si elle s'était exercée sur sa première phrase. J'ai réfléchi. Et je sais que j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes. J'ai remarqué qu'elle avait dit, qui n'était pas juste, et non, qui était fausse. Une petite différence, mais qui me disait tout sur là où elle en était. J'ai besoin que tu comprennes, a-t-elle poursuivi. Après le départ de ton père, j'ai dû tout tenir ensemble, toute seule. Personne ne m'a aidé. Et quelque part en cours de route, j'ai pris l'habitude de compter sur toi. Peut-être trop. Je comprends ça, maman. Mais comprendre pourquoi tu l'as fait, ne veut pas dire que c'était correct. Une longue respiration, à l'autre bout du fil. Pauline a lu ses messages devant tout le monde, a-t-elle dit. Et là se trouvait la véritable blessure. Sais-tu à quel point je me suis senti humilié? J'ai fermé les yeux. Maman, je sais exactement ce que ça fait. Parce que c'est ce que je ressentais, à chaque fois que tu annonçais mes projets devant la famille, sans jamais me demander mon avis. Silence. Le genre de silence, qui s'installe entre deux personnes qui s'aiment, et qui ont enfin épuisé toutes les façons d'éviter la vérité. Je suis désolé, Jessica. Sa voix s'est brisée. Je le suis. J'aurais dû demander. J'aurais dû voir ce à quoi tu renonçais. Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. Je le pensais sincèrement. Et je pensais aussi sincèrement ce qui a suivi. Mais les choses vont être différentes maintenant. Je vous rendrai visite quand je le pourrai. J'aiderai quand je choisirai de le faire. Mais je ne suis plus la babysitter par défaut. Une pause, assez longue pour que j'entende le robinet de la cuisine goûter, de son côté. D'accord, a-t-elle dit. Juste ça. Doux, incertain. Pas encore confortable, mais c'était une porte entr'ouverte, à peine, de l'autre côté. Le premier test a eu lieu 2 semaines plus tard. J'ai conduit chez maman, pour le dîner du dimanche. La première fois depuis Thanksgiving. Je me suis dit que je resterais 2 heures. J'ai réglé un vrai chronomètre sur mon téléphone. Pas parce que je voulais être strict, mais parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même, que je pouvais partir selon mes propres conditions. La maison avait l'air pareil. Les décorations de Noël étaient toujours là, parce que maman attend toujours la mi-janvier. La balancelle, les volets noirs, la couronne sur la porte. Mais quelque chose était différent. Quand je suis entré, la table était dressée pour 2. Pas pour 10. Pas pour 5 enfants, et un matelas gonflable. Juste 2 couverts. 2 verres d'eau, et l'odeur du pot-au-feu de poulet. Mon plat préféré. Pas celui de Lily. Pas celui d'Ethan. Le mien. Maman n'a pas beaucoup parlé. Elle se déplaçait dans la cuisine un peu plus lentement que d'habitude. Un peu plus silencieusement. Elle m'a posé des questions sur le travail. Elle m'a posé des questions sur Megan. Elle n'a pas mentionné le babysitting, ni l'appel vidéo, ni la plage. Nous avons mangé. Nous avons parlé de petites choses. Le nouveau chien des voisins, le verglas sur les routes, et si le restaurant sur la route 15 avait changé son menu.
C'était prudent. Comme deux personnes, réapprenant la forme d'une conversation, qu'elles avaient menée de la mauvaise manière depuis des années. Je suis resté 1h45. Puis, je me suis levé, je l'ai embrassé sur la joue, et je suis rentré chez moi. 2 jours plus tard, Karen a appelé. Et, Jess. Nous cherchons une babysitter pour le week-end de la Saint-Valentin. Tu connais quelqu'un de bien? Nous sommes prêts à payer, cette fois. Je lui ai donné le nom d'une collègue de la clinique. Karen l'a engagée. $20 de l'heure. Pas de liste plastifiée. Juste une transaction normale, entre un parent et une professionnelle. Pour mon anniversaire en janvier, Derek a envoyé un SMS dans le groupe de discussion. Joyeux anniversaire, Jess. Dîner à mes frais, ce week-end. La première fois en 27 ans, que quelqu'un dans cette famille me proposait de m'inviter à sortir, et non l'inverse. Je n'ai coupé les ponts avec personne. J'ai juste arrêté de traverser ceux, qui ne fonctionnaient qu'à sens unique. Nous sommes en février maintenant. La neige à l'extérieur de la fenêtre de mon appartement, commence à fondre. De lentes gouttes tombent de la gouttière. De petites rivières coulent le long du parking, vers la bouche d'égout. Le printemps n'est pas encore là, mais on sent qu'il se rapproche. Sur mon frigo, il y a une nouvelle photo. Megan et moi sur le porche de cet Airbnb, dans les Outer Banks. Nos tasses de café levées. L'océan, flou et bleu, derrière nous. À côté, une photo de moi et tante Pauline au Nouvel An. Son bras autour de mes épaules. Nous deux en train de rire de quelque chose dont je ne me souviens plus maintenant, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai l'air heureuse. Sincèrement heureuse. Pas le genre de bonheur qu'on feint pour les autres. Les choses ne sont pas réparées entre ma mère et moi. Elles ne le seront peut-être jamais. Elle fait encore des faux pas, parfois. Un commentaire sur le fait que ce serait bien si je venais plus souvent. Une pause au téléphone, qui ressemble à une tentative de culpabilisation en cours de chargement. Mais elle se reprend, maintenant. Ou du moins, elle essaie. Et j'ai appris qu'essayer, même maladroitement, c'est plus que ce que j'ai eu pendant 27 ans. Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer signifiait se rendre utile. Que si j'arrêtais d'aider, j'arrêterais de compter. Mais voici ce que j'ai appris, assise sur un porche dans les Outer Banks, un matin de Noël, pendant que ma famille se débattait à 500 km de là. Les personnes qui ne vous accordent de la valeur que lorsque vous êtes utile, ne vous accordent aucune valeur du tout. Et ceux qui vous aiment vraiment, seront toujours là, quand vous arrêterez de jouer un rôle. Si vous êtes la personne de votre famille qui dit toujours oui. Celle qui annule ses projets, qui couvre les frais, qui garde les enfants, qui met la table, et qui la débarrasse. Et que personne ne vous demande jamais ce dont vous avez besoin. Je veux juste que vous sachiez ceci. Vous avez le droit d'arrêter. Pas parce que vous ne les aimez pas. Mais parce que vous vous aimez suffisamment, pour prendre enfin la place qui vous revient. C'est mon histoire. Si elle vous a rappelé la vôtre, j'aimerais beaucoup l'entendre dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris cet avion, ou seriez-vous resté? Et si vous avez déjà posé une limite avec votre propre famille, comment cela s'est-il passé? Chaque histoire partagée là-dessous, aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Si celle-ci a signifié quelque chose pour vous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ça aide sincèrement plus de personnes à trouver ces histoires, quand elles en ont besoin. Et si vous en voulez une autre exactement comme celle-ci, consultez le lien dans la description. Croyez-moi, celle-là frappe tout aussi fort. Merci de m'avoir écouté.